Salut à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Rétro. La décennie 1930 est à l'origine d'un événement majeur dans l'histoire du football, la première Coupe du Monde en Uruguay. À cette période, le public n'a que Dieu pour cette sélection uruguayenne qui a illuminé de son jeu séduisant les deux dernières éditions des Jeux Olympiques. Alors, la meilleure équipe du monde va-t-elle confirmer son statut sur ces terres? Pour le savoir, partons à la découverte du football des années 1930. Quelques flocons de neige se dessinent dans le ciel de Montevideo, capitale de l'Uruguay. Le 13 juillet 1930 à 15h, au cœur de l'Estadio Pocitos, la première rencontre de l'histoire de la Coupe du Monde est jouée entre la France et le Mexique. Suite au crash économique de 1929, de nombreux grands noms européens refuseront de traverser l'Atlantique pour participer au tournoi. C'est le cas par exemple de l'Italie ou de l'Angleterre. Dans son jardin, et fort de ses deux titres aux Jeux Olympiques, l'Uruguay est la grande favorite au titre. Elle se débarrasse logiquement de la Roumanie et du Pérou lors des phases de poule. En demi-finale, l'Uruguay et l'Argentine viendront affirmer leur supériorité en battant leurs adversaires respectifs sur le même score, 6-1. La première finale de la Coupe du Monde sera donc le théâtre d'une des plus fortes rivalités du football de l'époque, l'Uruguay contre l'Argentine. La veille du match à Buenos Aires, le port est assailli par des milliers de supporters argentins souhaitant traverser El Rio de la Plata et rejoindre Montevideo. L'association uruguayenne de football avait prévu 10 000 places pour accueillir les voisins argentins. Au total, ce sont plus de 30 000 personnes qui effectueront le voyage jusqu'à la capitale dans une ambiance électrique, au milieu des pétards et des Victoria o Muerte scandés par les supporters. Certains joueurs soumis à des menaces de mort, chaque spectateur est fouillé pour déceler toute éventuelle arme à feu. L'arbitre de la rencontre exigera même qu'un bateau lui soit mis à disposition à la fin du match pour quitter le pays au plus vite et échapper aux représailles. Cette animosité s'exacerbera avant même le début du match lorsque viendra le moment de choisir le ballon. Loin des ballons officiels que l'on peut retrouver aujourd'hui, le règlement en place prévoyait que chaque équipe pouvait jouer avec son propre ballon. Ballon uruguayen sous un bras, ballon argentin sous l'autre. L'arbitre laissera ce choix entre les mains du hasard, à pile ou face. À la fin de la première mi-temps, l'Uruguay menait 2-1. La Céleste rue alors vers l'attaque pour inverser la tendance et poussée par son public, elle y parviendra en remportant le match 4-2 score final. Le 11 septembre 1932 marquera le grand début du football professionnel en France, avec la création du tout premier championnat de France. Cette initiative marque surtout la volonté de lutter contre le fléau de l'amateurisme marron qui s'est répandu sur les pelouses. Pour faire simple, la pratique du football en France est encore régie sous le statut d'amateur, et les clubs n'ont pas l'autorisation de rémunérer leurs joueurs. Cependant, le foot est crédité d'une très forte popularité depuis la fin de la guerre, et certains présidents de clubs y voient déjà de gros enjeux financiers. Pour pouvoir attirer les meilleurs joueurs dans leurs équipes, ces derniers contournent cette interdiction par l'amateurisme marron, une pratique consistant à rémunérer indirectement les joueurs en leur offrant par exemple des emplois de complaisance. Ce fléau a fortement creusé les inégalités entre les clubs qui le pratiquaient et ceux qui n'y avaient pas recours. La création du premier championnat de France professionnel viendra mettre un point final à des décennies d'injustice dans le football. Après avoir conquis l'Amérique, la deuxième édition de la Coupe du Monde a lieu le 27 mai 1934 en Italie. L'avant-compétition est marquée par un événement majeur. Le tenant du titre, l'Uruguay, refuse de participer à la compétition. Un boycott assumé qui vient répondre au manque d'enthousiasme des sélections européennes à l'idée de venir la jouer à Montevideo 4 ans plus tôt. La finale du tournoi verra finalement s'opposer deux sélections européennes et c'est l'Italie qui battra la Tchécoslovaquie 3-1. Pour autant, plus que le résultat, on retiendra que ce mondial s'est déroulé dans un contexte de dictature fasciste en Italie. Mussolini a su bénéficier de l'apathie de la FIFA pour se servir du football comme un vecteur de propagande, à l'image des immenses enceintes construites pour l'occasion, au nom du parti, au nom de Mussolini lui-même. Une idéologie promue jusqu'aux acteurs du match, où les joueurs italiens et même l'arbitre se doivent d'effectuer le salut avant de commencer. La victoire de la Squadra Azzurra sera entachée d'une stratégie délibérée de blesser ses adversaires, associée d'un arbitrage maison en sa faveur. Le nazisme de Hitler monte aussi en puissance et le parcours de l'Allemagne dans la prochaine Coupe du Monde est devenu un enjeu politique. Pour ce faire, l'Allemagne nazie n'hésitera pas à subtiliser les plus forts talents de l'équipe d'Autriche, pays annexé il y a quelques semaines et considéré comme une des meilleures équipes du monde. Le meilleur d'entre eux, Sindelar, refusera de rejoindre la Mannschaft. Quelques semaines plus tôt, le 3 avril 1938, il avait conduit l'Autriche à la victoire contre le Troisième Reich alors qu'il lui était fortement déconseillé de marquer. Il paiera les frais de ses actes quelques mois plus tard, retrouvé mort dans son appartement à Vienne et très certainement assassiné par la Gestapo. Le peuple autrichien gardera en mémoire qu'il a été le plus grand joueur de l'histoire du pays et aussi qu'il a été un symbole de courage et de résistance face à l'oppression nazie.
Le 4 juin 1938, c'est au tour de la France d'accueillir la 3e édition de la Coupe du Monde. Cependant, la fête est gâchée par l'emprise des régimes totalitaires sur leurs équipes respectives. La veille de la finale entre la Hongrie et l'Italie, Mussolini ne manqua pas de faire passer le message aux joueurs de la squadra, vaincre ou mourir. Les Italiens remporteront le trophée 4-2, mais le gardien hongrois sèmera le doute sur la réelle opposition de son équipe en déclarant « On a pris 4 buts, mais au moins on leur a sauvé la vie ». Quelques mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale se déclenche. La guerre 14-18 avait largement contribué à l'essor du football, à l'image de l'annulation de la Coupe du Monde 1942 ou de l'arrêt des championnats. La guerre 39-45 sera elle un frein au développement de la discipline.